Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On continue l'exercice habituel et on commence comme d'hab par le Bitcoin. Toujours un momentum assez puissamment haussier, par contre attention quand même, on est sur une oscillation baissière côté momentum, ce qui veut dire que bon, faut quand même s'attendre au bout d'un moment à ce que ça sorte de la zone de surachat. Et logiquement quand même au bout d'un moment peut-être des retests de support. La clôture est plutôt pas dégueu, on a même réussi à dépasser un petit peu les targets que j'avais escomptés, donc vers les 8003. On est passé un petit peu au-dessus, attention quand même, hein. Moi je m'attends quand même aujourd'hui ou demain à peut-être une baisse assez sensible. En fait typiquement le même genre d'action de prix qu'on avait eu à l'époque, c'est-à-dire on vient chercher la target, on se démonte la tronche le lendemain pour revenir assez rapidement vers les supports. Bon ces supports ils sont plus ou moins évidemment ici. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait dit en fait, le niveau des 7008 est rarement un niveau de support en première intention maintenant, il devient toujours un niveau qu'on casse d'abord, on poursuit au-delà et puis on vient faire un pullback ensuite dessus les jours qui suivent. Donc je m'attends quand même là, à terme, à un pullback et un retest de ce niveau des 7008 pour éventuellement, en fonction de la tronche du retracement, potentiellement reprendre un nouvel achat ou en tout cas, si ça devait tourner un petit peu plus au vinaigre, peut-être derrière voir des ventes, mais pour l'instant, voilà, ça c'est plutôt ça que j'ai dans l'esprit. Laisser le marché gentiment consolider, fournir une structure de consolidation, c'est-à-dire que là, en l'état, je n'ai aucune espèce d'idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Si on passe tout simplement en 2 heures, on voit bien que pour l'instant, il n'y a rien qui permette d'imaginer quoi que ce soit de consolidant. Donc déjà, il faut attendre que ça se retourne, qu'on recherche les supports ou alors qu'on termine cette tendance initiée, donc avec un cycle de pullback bullish et puis une pattern de TP qui devrait suivre. Donc j'attends tout ça et j'attends de voir donc ce qui pourra se produire ensuite. Soit on retourne faire les supports majeurs assez rapidement pour invalider le break, soit comme je vous dis on termine ce break avec de nouvelles phases de hausse à prévoir sans aller pour autant beaucoup plus haut, puisqu'on va le voir, l'ensemble des résistances ont été testées. Alors il en reste quelques-unes, il reste quand même 8700, mais là dans la zone qui avait été recherchée, là jusqu'à 8495, on a testé l'intégralité de ces niveaux et je vous fais remarquer la précision du boulot. Voilà, on vient chercher donc pile celui-là. Donc c'est plutôt propre, et ce niveau-là qui correspond à rien, c'était juste 61% de retracement. Donc vous voyez, c'était le niveau take profit d'hier. On est allé chercher le dernier niveau, le niveau le plus haut. J'ai pas triché, je vous rappelle, ces lignes elles sont tracées à l'avance. Voilà, donc 8495, c'est pour l'instant notre sommet et ça semble être parti pour le rester. Donc on verra pour l'instant, peut-être une petite poussée ici pour revenir chercher un support et une divergence à créer vers les 8700 éventuellement. Maintenant, moi, il me semble que là, on a toutes les chances de s'arrêter par là, que la zone ici va être traitée en demande vendeuse et que normalement, ça devrait nous repousser vers des supports. Parmi les différents supports qu'il y a, il y a celui-là, c'est-à-dire simplement, je vous dis, travail de la zone, on devrait rester peut-être là-dedans un moment, mais je pense qu'à terme, c'est une sortie baissière. Ça, c'est clairement pas un support. Je pense plus que c'est par là que ça devrait se trouver. Ici, un premier support, donc ça correspond au pullback dont on avait parlé, un pullback vers la zone des 7800 dollars, me semble assez, assez probable, tout simplement pour retester cette zone-là en tant que support. Je noterai donc ce support aussi, celui qui a précédé le breakout haussier. Hop. Donc voilà, je note ces deux supports, 7700, 7008 et 7400, 7500. Il y a probablement un support à régler dans cette zone-là. Ça, c'est pas du tout une zone intéressante, mais voilà. Donc à noter ce truc-là. À noter évidemment que là-dedans, on est dans la zone de trading de nœuds, c'est-à-dire on est entre 61,8 et 38,2. Donc ici, pour moi, il ne faut pas trop trader à l'intérieur de ça. Moi, c'est plutôt effectivement cette zone-là en tant que support qui m'intéresse pour éventuellement un repositionnement acheteur. Bon, il faudra noter que celle-là, elle n'est pas non plus anodine, donc si j'ai un double signal là-dessus, pourquoi pas. Mais bon, voilà, pour l'instant, moi, le scénario est terminé. Comme je vous l'ai dit, j'attends déjà qu'on valide le sommet, et puis derrière, qu'on ait une structure de consolidation terminée. C'est-à-dire, si ça fait A, B, C, je rachèterai là. Si ça fait A, B, C, je rachèterai ici. Voilà. Ça, c'est notre oblique daily.
donc on a bien franchement débordé. C'était attendu, hein, ça je vous rappelle déjà. Cette oblique daily, je m'attends quand même à ce qu'au bout d'un moment on refasse un pullback dessus. Et tout comme on l'avait fait ici, hein, vous voyez, à chaque fois elle est maintenue, mais je pense que là ce ne sera pas le cas. Voilà. C'est-à-dire que là je m'attends quand même à ce qu'on fasse un petit pullback. Vous voyez, un truc comme ça, on grind, et puis hop, d'un coup ça partira violent au sud. Bon, pour des raisons multiples, hein, j'en sais rien, ça dépendra des catalyseurs. Mais je m'attends à ce que des choses redeviennent baissières ensuite, si évidemment on bute dans cette zone-là. Voilà. Moi j'avais bien identifié celle-là, je pense qu'on devrait trouver une demande vendeuse. Je m'attends peut-être à une nouvelle petite poussée pour venir chercher légèrement plus haut, donc les fameux 8007 et éventuellement un petit peu au-dessus de ça. Mais je ne m'attends pas, comme je vous le dis, nécessairement à une vraie grosse, un vrai gros bull run dans ce marché. Voilà. Ça c'est mon sentiment, mais encore une fois, je peux me planter à ce niveau-là. Allez, on bouge sur les autres cryptos. L'Ether, ça se maintient hier. On tient la clôture tout en haut, c'est bien. On va voir si ça poursuit. On va voir si on a potentiellement même une inversion de la corrélation. C'est-à-dire que dernièrement, on a vu Bitcoin profiter de ses gains alors que les autres cryptos n'en profitaient pas, ou en tout cas pas celles qui m'intéressent. On va voir si la tendance peut s'inverser, c'est-à-dire en fait un Bitcoin consolidant face à un Ether plutôt punchy et un IOTA qui se reprendrait par exemple. Je pense qu'il y a une marge de progression assez intéressante sur l'Ether et sur le IOTA. Donc à voir s'ils peuvent proposer ça. Si ça ne propose pas, bon bah évidemment il va falloir déclencher des invalidations sur ces deux scénarios. Voilà, ce que je note c'est donc IOTA survendu aujourd'hui. Attention, structure de consolidation. Le momentum est en triangle et en oscillation, mais on est dans un cycle haussier. Donc c'est pas inintéressant. Maintenant j'aimerais voir si c'est plutôt la structure résistante qui s'éclate ou la structure de support. Dans ce cas-là, ce sera soit une cassure de support, mais pour moi ce sera pour aller à 0,80 et ici je rachète des IOTA, soit tout simplement on va casser des résistances et dans ce cas-là le trade sera validé. Sur le IOTA, sur les targets, je suis beaucoup plus optimiste que sur la partie Ether, c'est-à-dire qu'à mon avis ce truc-là, si ça passe, d'accord, ici il ne fallait pas casser ce support-là. Pour l'instant ça tient, voilà. Pour l'instant, ça tient et on a bien consolidé 2 fois sur une grosse consolidation. Je m'attends normalement, si ça suit, à une vague 3 étendue, c'est-à-dire minimum 1,50 et je pense qu'on ira chercher plus haut, voire même ici, moi j'anticipe cette zone-là, la zone des 1,87 sur le IOTA. Bon, il n'y a pas grand-chose ici en demande, mais ça me semble intéressant de viser cette zone-là. Donc voilà, moi je viserai ça ici. Donc les 1,85, entre 1,80 et 1,90. Avec donc cette zone-là à surveiller, mais je pense que cette zone-là, on va essayer de la déborder, voire même essayer de s'affranchir directement de cette résistance-là. Si on considère ça comme étant une zone de trading nœud, le 61% est là, ça veut dire que théoriquement, il n'y aurait pas ou peu de demandes vendeuses réellement intéressantes avant ce niveau, qui est donc les 2 sur le IOTA. Autant vous dire qu'avec un achat à 1, c'est quand même plutôt sympa si on devait doubler la valeur. Donc à voir, c'est hautement spéculatif pour l'instant. Je vous rappelle qu'on travaille un support et que jusqu'à preuve du contraire, celui-ci n'a pas donné de cassure de résistance. Donc pas de... voilà, les signaux sont même plutôt bears. Si je regarde en 2 heures, ça ne donne pas vraiment envie d'acheter. Donc attendre un breakout, c'est-à-dire attendre que la tendance baissière soit cassée. Il y a des signaux bullish, hein, mais c'est bullish contre bearish. Il faut effectivement casser les signaux bears, ce qu'on est en train d'essayer de faire d'ailleurs. Donc pour l'instant, je dirais patience sur ces scénarios, ça doit rester absolument spéculatif. Voilà pour les crypto-devises, pas besoin d'en parler sans 7 ans, hein, voilà. Donc je pense que l'essentiel du plus intéressant a été fait. Maintenant, la seule question, ça va être de surveiller les altcoins et voir comment ils vont réagir. Je vais jeter un petit coup d'œil à l'indice d'ailleurs. Voilà, bon, l'indice qui suit un petit peu la dynamique, mais qui est donc légèrement mieux orienté que l'Ethereum et le IOTA. Donc eux, je m'attends même chose, hein, qu'on ait un petit décollage pour aller chercher des résistances. Dans la structure de prix, je m'attends toujours, donc si on est dans un marché qui consolide, ou en tout cas qui repart à la hausse, on doit retrouver normalement 5 vagues de hausse. Alors, je vais y arriver. Voilà. Pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on aurait un schéma avec des vagues 4 qui rentrent au sein des vagues 1. Donc attention à l'Ether, ça peut très bien vous remettre une vague baissière là. Ça ne me surprendrait pas en fait de faire un schéma comme ça. Voilà. Donc attention, il y a peut-être une petite marge de progression à la baisse quand même sur la partie Ether. Moi, de toute façon, j'ai mis mes stops là. Alors pardon, là on est sur l'indice crypto, hein, voilà. Mais il n'est pas impossible qu'on ait une nouvelle petite phase de baisse sur l'indice crypto, probablement drivé par l'Ether. C'est-à-dire que l'Ether pourrait sans problème revenir là, aller chercher ce niveau-là,
et tout simplement dans ce cas-là terminer sa structure de hausse comme ça, c'est-à-dire vague 1, on voit bien les deux impulsions, hein. Première impulsion, deuxième, là l'impulsion baissière, là l'impulsion haussière, attendre une consolidation peut-être ici, et derrière une vague 5 là-haut. Hein. On va regarder si les structures héliotistes sont respectées pour valider une telle structure. Alors normalement la vague 2 ne doit pas excéder 76,4, elle ne l'excède pas. Vous voyez, hop, par impossibilité d'installer des clôtures, donc là on est bon sur cette... Ah, pardon, je dis des bêtises. Bon, ça marche aussi. On est bon. Il faut que la structure ici ne dépasse pas 127%. On est à peine à 100%, c'est vraiment pas, c'est pas joli, c'est pas génial, hein, en termes d'action de prix ça. Donc ça voudrait dire théoriquement que sur la dernière vague, on pourrait viser effectivement même créneau, hein, c'est-à-dire entre 100 et 127 d'extension. Alors soit le bottom est déjà fait ici, ce qui est possible, soit le bottom reste à faire plus bas, mais dans ce cas-là, on viserait 100, 127. Et vous voyez, effectivement, ça nous ramène vers ce niveau. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est ça qui nous attend sur la partie Ether. Dans ce cas-là, une vague 4 déjà terminée ici. Voilà. Attention avec le risque donc que ça aille ici. Donc, je pense que sur la partie Ether, le stop doit être placé là. Maintenant, moi pour ma part, mon stop est ici à 450 et je rachèterai dans ce cas-là un peu plus bas à 435 dans le cas où ça viendrait à chuter. Si ça continue de monter, je serais donc curieux de voir si le Bitcoin suit ou pas. Voilà, allez, terminé pour la partie crypto. On passe au marché classique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Aujourd'hui, de mauvaises stats AUD/NZD. Alors, de l'inflation en AUD côté australien un peu moins bon que prévu. Mais en ligne avec la trimestrielle. Non, en ligne avec la moyenne tronquée. Alors ça, je connais même pas ce truc-là. Ok, bon, c'est pas très grave. Donc on va aller regarder l'AUD/NZD, regarder ce qu'il nous a fait pendant la nuit. Des statistiques allemandes, bon, on s'en fout, c'est pas bon. Hein. L'IFO sera probablement mauvais comme d'hab, ou en dessous du consensus, enfin on va voir. Les ventes de logements neufs, ça peut être intéressant. Et le stock de pétrole, pourquoi pas. Mais alors on va regarder le WTI aujourd'hui. Parmi les publications d'entreprises, on a aujourd'hui le gros package, hein, c'est-à-dire AMD, Facebook. Je vais aller regarder, on va le remettre, mais il me semble que c'est tout ça aujourd'hui. Donc AMD, Facebook, il y en a plein d'autres. Hein, alors, Coca-Cola, voilà, Facebook, General Motors. PayPal, on a quoi d'autre? Visa. Il me semblait qu'il y avait AMD. AMD, voilà, ils sont là-haut. Donc effectivement, il y a de l'intérêt aujourd'hui en publication, donc après la clôture ce soir, pour la plupart. Donc oui, AMD, ça publie à la clôture. Coca-Cola, on s'en branle. Enfin, moi, je m'en fous. Après, ça intéressera peut-être d'autres personnes. Boeing, ça publie avant. Ok, cool. Donc, on va avoir Boeing en publication aujourd'hui, avant l'ouverture. Ça va être punchy. Donc, on va regarder ça. Ça me paraît intéressant. PayPal, ça publie après la release. Enfin, après la clôture, pardon. Et c'est à peu près tout. De toute façon, ce qui va m'intéresser. Facebook, c'est ce soir aussi, si je ne m'abuse. Voilà, Facebook, ça publie ce soir. Donc, on a un bon package à surveiller aujourd'hui. Alors, on va regarder direct les indices. Alors, le FX, je pense peut-être en premier, la UDNZD. Ça va casser le support. C'est compliqué à voir. Hein. La structure de consolidation me semble rester un triangle, mais pour l'instant, c'est quand même assez fébrile. Donc, je dirais quand même à rester prudent. Putain, rester prudent sur ce truc me semble quand même de mise. On voit que le catalyseur n'est pas cataclysmique non plus, hein, même s'il n'est pas très très bon normalement pour la partie AUD. Donc on va voir si cette structure se finit à plat. Et là, ce serait vraiment bon, hein, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si la structure de consolidation ne retrace pas plus de 38%, c'est-à-dire que là, du coup, 38% sera le retracement maximum de cette phase de baisse. Ça, c'est plutôt cool. Hein. Voilà, ça nous sera franchement une très très grosse vague 3 derrière, probablement même plus grosse que ça. Hein. Mais à voir.
Voilà, en tout cas, moi, il va de soi que la UDNZD, comme je vous l'ai toujours dit, je flippe pas plus que ça pour l'instant. J'attends la fin de consolidation de cette vague 2. Elle a duré assez longtemps, hein, c'est-à-dire que là, on a une consolidation qui est quasiment aussi longue que la phase d'impulsion. Ça colle avec un triangle. Je vous rappelle qu'une impulsion, c'est 5 vagues, enfin, c'est des décomptes impairs de vagues. Là, on est sur du 5. Et les consolidations en triangle, c'est 5 vagues aussi. A, B, C, D, E. Hein. Voilà, donc là, on voit bien, ça ferait A, B, C, D, E, et on serait en train de repartir vers la hausse. Ou en tout cas, effectivement, il est logique qu'on ait une consolidation aussi longue que la phase impulsive. Donc voilà, à suivre, mais ça me semble pas trop mal quand même pour la UDNZD, donc proche d'une potentielle fin de structure de consolidation. Je vais commencer à replacer des ordres. Alors comme la UDNZD, j'interviens surtout sur ordre conditionnel, pour la raison simple que c'est surtout la nuit que ça bouge la UDNZD. C'est des devises exotiques, donc évidemment elles trade à l'opposé de nous, hein, elles sont aux antipodes. Donc voilà, je vais mettre des ordres conditionnels ici au-dessus des résistances. Donc je mets des alertes, hein, comme ça le matin je sais ce que j'ai regardé. Donc je mets une alerte ici et c'est probablement là que j'irai mettre un ordre conditionnel également sur la partie UDNZD. Donc probablement, allez, peut-être même ici, je pense qu'il faudrait casser le point B pour être vraiment tranquille. Donc je dirais 1,0980 pour ma part sera un nouveau déclenchement acheteur pour repasser, renforcer une nouvelle fois le levier sur la UDNZD. Hop, voilà qui vient d'être fait. On continue. Non, on va regarder le reste du FX. Je veux d'abord voir les mouvements. Alors, quoi que non, on va peut-être regarder le Forex, risque d'être précurseur. Enfin, Forex et matières premières, enfin, et autres dérivés du risque pourraient être précurseurs de ce qui se passerait éventuellement sur les indices. Donc, on va essayer de le lire. Alors, je vois que l'euro-yen remonte un peu ce matin. Voilà, super. Donc, l'euro-yen trouve bien son support sur la zone de validation attendue. Donc on est bon, je pense que l'euro-yen, ce qui les attend, c'est donc un petit pullback. Chercher des ventes me semble être toujours le scénario à favoriser sur des pullbacks. Donc je pense que là, l'euro-yen, on fait le plein de vendeurs avant d'y aller à donf. Et encore, attendez-vous à ce que si ça consolide à plat, ce soit encore plus impulsif derrière. Donc l'euro-yen, je pense qu'on est en train de former donc ce fameux support. Je pense qu'on peut mettre des ordres conditionnels dessous pour ceux qui ne sont pas encore dedans. Donc moi je pense des petits renforts à venir sur la partie euro-yen. Il faudra évidemment franchir ce niveau-là avec des clôtures. C'est-à-dire que si ça vient juste mécher là-dessous, ne vous faites pas attraper. On est bien en train de travailler une zone de support. Donc moi je pense qu'il faut être alerté en cas de franchissement de tout ça. Et surveiller, mais il me semble que voilà, au mieux ça consolide à plat, au pire on consolide en dynamique, hein, c'est-à-dire dans ce cas-là, on vient ici, on fait A, B, C et on repart à la baisse. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, moi je renforcerai l'euro-yen en cassure de support. On voit bien le momentum est bien bear. On a bien cassé cette tendance haussière, on est bien en train d'en installer une bien baissière. On oscille, on prépare avant la prochaine phase de tendance. USD yen évidemment ce sera pareil, hein, j'ai dit ça fait mumuse entre les deux, mais c'est surtout le yen maintenant qui impacte. L'eurodoll est plutôt neutre, je pense. En tout cas les mouvements ne seront plus tendanciels pour un moment, je pense, hein, toujours pareil. Donc je ne m'inquiète pas plus que ça de ce truc là. On va regarder l'USD CAD qui peut être intéressant pour l'instant à cause du pétrole et du WTI qu'on va regarder après. Donc on va se faire une petite analyse ici sur l'USD CAD qui me semble même être un très très bon vecteur là en fait. Là en daily le scénario me plaît beaucoup puisque là on a une belle structure de prise de profit qui s'est mise en place. Je vois bien une belle structure de fin de tendance qui pourrait quand même peut-être repousser une fois supplémentaire. Il va falloir surveiller ça. Mais ça me paraît vraiment pas dégueu. Alors le problème c'est qu'ici voilà, on échoue sur rien du tout. Donc je m'attends peut-être quand même à ce que l'USD CAD remonte une fois supplémentaire en daily pour venir chercher peut-être voilà effectivement cette zone là à vendre sur l'USD CAD. Je vais quand même mettre une alerte sous le support parce que là il va de soi qu'en cassure de ce support ça me paraît intéressant quand même éventuellement de déclencher une vague 3. C'est-à-dire que dans ce cas-là ce serait une vague 1. Maintenant, elle n'a pas cassé de support, mais si on a bien une vague 2 ici et que ça revient attaquer le support, honnêtement, je pense qu'un petit short est intéressant en breakout. Donc avec du risque, hein, ça va de soi. Mais il me semble qu'ici, il y aura un petit short intéressant à prendre pour un retour, je pense, vers ce support-là à terme. Alors ça fait loin, hein, il va de soi. Mais il me semble que cette zone-là n'est pas très intéressante. Elle a bien été balayée plusieurs fois. Et dans ce cas-là, je verrais bien effectivement ça, c'est-à-dire la mise en place d'une zone de trading neuneux. Hop, ça nous ferait ça
et ça, voilà. Ça nous ferait du coup vente de la zone rouge, retour dans la zone, hop, traversée complète de la dump zone, voilà, traversée complète de la dump zone, arriver ici, on pourra même éventuellement, je pense, viser ce prix-là. Donc je mettrai ces deux zones support en fait qui me semblent intéressantes pour des niveaux de retracement Fibo. Donc je dirais là, juste essayer de récupérer son gain sur le niveau Fibonacci. On va dire dans ce cas-là, allez, un premier TP donc qui serait à faire ici et un deuxième TP à faire là, éventuellement sur un trade à entrée breakout ici. Donc à surveiller, mais il me semble intéressant, pas inintéressant en tout cas, d'essayer de jouer une entrée en cassure. Ça fait un ratio d'1 pour 1 pour le premier TP, hein, donc ça fait, on met son stop au-dessus du sommet ou au-dessus de la vague 2 et on vise un ratio d'1 pour 1. Moi c'est ce qui me semble intéressant comme trade, c'est-à-dire pas vraiment de viser cette zone-là, viser ça. C'est-à-dire que si ça casse ici, prenez le stop là, au-dessus de la vague 2, et vous essayez de tirer le même gain associé à ça. Et vous voyez, ça vous ramène sur une zone très fortement traitée. Il y a beaucoup de volume ici. Et il me semblerait effectivement assez logique de voir ce trade se mettre en place. Hein. Voilà. Donc ici, ce ne serait pas un support, mais ce serait un objectif 1. Pour ce trade, tout simplement arriver ici, payer le stop, et puis derrière, on laisse vivre la position pour essayer d'aller tirer éventuellement un TP2 en target max ici sur la zone neuneu. Ça, c'est un scénario qui me semblerait assez intéressant. D'accord, on fait une target 2 ici. Et puis pour ceux qui veulent garder un schéma à long terme là-dessus, pourquoi pas? Parce que je pense toujours que le WTI va se rediriger vers des consolidations assez longues et des phases de baisse. Donc dans ce cas-là, l'USD CAD pourrait être en tout cas baissier, à surveiller. L'USD CNH, tiens, on va le surveiller aussi, celui-là, comme l'huile sur le feu, parce que, évidemment, c'est lui qui catalyse les tensions commerciales et la façon dont le marché les perçoit. On va surveiller ça. Ça ne me paraît pas inintéressant dans le type de structure qu'on a en cours, là. Donc, à voir si ce structure de TP est bien le sommet. Dans ce cas-là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et dans ce cas-là, la structure serait terminée. Donc attention, hein, on est bien en échec sous des résistances. Les structures sont TP, donc elles ne sont pas non plus extrêmement périches. Mais à surveiller ce truc-là, pour moi, ça me paraîtrait un trade pas inintéressant dans ce cas-là. C'est-à-dire que là, on pourrait dire en tout cas que on va inverser un petit peu le rapport de force dans les tensions commerciales, ce qui pourrait effectivement permettre d'ailleurs aux indices américains de se prendre une grosse tartasse dans la gueule, sans que les indices chinois, eux par exemple, n'en prennent autant. Hein. C'est-à-dire l'USD CNH qui pourrait partir en grosse consolidation, enfin en consolidation en tout cas, je pense revenir chercher cette zone-là à terme, voire peut-être un peu plus. On est sur une vague 1, hein, là, c'est bien la première impulsion qui vient de se mettre en place. On peut sans problème avoir un pullback très profond, revenir jusqu'ici, hein. Ça ne me surprendrait pas. Donc l'USD CNH, moi je pense que je vais le mettre en surveillance. Regardez la tronche de la trailline, hein, on est là, ça veut dire que ça effectivement à tout moment ça va péter la structure de momentum. Et je m'attends quand même à un retournement assez brutal. Donc pourquoi pas, là, dans les jours à venir, voire dans les heures à venir, un renversement de l'USD CNH qui pourrait changer tout simplement le paradigme commercial actuel. Et dans ce cas-là, ce ne sera probablement pas au service de Donald Trump, puisque ce qui s'est produit pour l'instant, ça a favorisé les États-Unis. Si on a un changement de paradigme, attention, ça peut tout aussi bien accentuer le favoritisme américain, ça peut tout aussi bien le destroy et lui procurer l'effet inverse. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas un changement dans le sentiment. Mais là, ce petit bearish engulfing daily me plaît beaucoup. Je pense que je vais prendre un trade USD CNH, pour être clair. Avec un tout petit stop, hein, je pense que je stopperai au-dessus du sommet ici. Mais ça ne me paraît pas inintéressant, dans ce cas-là, de jouer ici et de payer mon stop à peu près par là, voire par là, et d'essayer de tirer une consolidation. Alors typiquement du ABC, on reste sur une structure impulsive à la hausse, donc il n'y a pas de... Voilà, mais je m'attends quand même à une petite correction qui pourrait être assez profonde, vu qu'on est sur une vague 2. Et ça pourrait procurer des gains assez intéressants, puisque ça nous ferait quand même un bon 5-6% de baisse. Sur un Forex, c'est beaucoup. Hein, voilà. Donc c'est pas un scénario où je mettrais un levier de fou, mais effectivement sur un truc comme ça, un petit levier 1, 1,5 me semble pas inintéressant pour essayer de racler 5 à 6% de gains, par exemple, si ce scénario venait à se déployer. Alors il va de soi que par contre là je pense qu'il faut un stop au-dessus, on a bien la structure de momentum, on est bien toujours dans un cycle bear qui a été tiré, donc généralement cela on en fait une consolidation directe.
Hein, quand on casse sans breakout, comme ça a été le cas, généralement, ici, on ne va pas tarder à retrouver un cycle bullish. C'est pratiquement sûr que le cycle A, là, sera un cycle bull. Mais généralement, on casse aussi les cycles boules. D'accord? C'est-à-dire quand on casse la tendance ici, en fait, quand on installe une tendance de manière brutale, comme ça, c'est-à-dire en fait les signaux sont bears, mais hop, on prend tout le monde à contre-pied. Quand on fait ça, généralement les pullbacks derrière sont profonds et les cycles boules sont cassés. C'est une astuce que je vous donne. J'ai remarqué cette pattern, elle arrive très très souvent. Donc voilà, à noter ici effectivement le signal bullish. Moi, pour ma part, je pense qu'il ne faudra pas le prendre et qu'il faudra au contraire chercher sa cassure et son report en target. Vous voyez? Bon, on aura le temps de tout le loisir de parler de ça. Mais là, effectivement, on a des signaux plutôt bear en 2 heures, confirmés, enfin en daily, confirmés par le take profit en 2 heures. Il ne me semble pas inintéressant d'essayer de jouer ce machin-là. Je vais aller voir ce que je vais faire là, du coup. Hop, voilà, bon, moi je viens de le prendre, le trade, alors avec un tout petit levier, c'est-à-dire que là je risque, j'ai mis combien de pertes? Je crois que j'ai mis 200 euros de pertes, donc ça me fait 0,45% de pertes. C'est vraiment rien du tout, donc voilà, je suis un levier 0,5 entre guillemets, comme d'habitude, je vous le dis, je trempe un orteil pour prendre la température du marché, tout simplement pas avoir à faire de FOMO trading si pour une raison X ou Y ça venait à partir en ligne droite. Maintenant, je pense qu'il y aura des pullbacks et tout ça. Hein, voilà. Donc, je vais mettre une alerte ici, effectivement, cassure du support. Me semble être un trade intéressant. Je vais mettre ici un petit schéma en validation. Voilà. Si tu veux bien me laisser faire. Voilà. Ici, on va se mettre en validation. Voilà. Ici, j'ai mon alerte invalidation. Voilà. Et c'est quoi ce merdier? Il y a quelqu'un qui est logué sur mon compte ou quoi? Ok, bon, ils ont capoté un peu là, je pense. Ok, donc à surveiller sur ce truc-là, mais ça me paraît pas mal. Voilà, donc une invalidation si on déborde la résistance, une surveillance en invalidation hein, si on déborde la résistance. Encore une fois, hein, je ne prends pas de levier, donc je me laisse la possibilité. C'est pas un stop loss au marché hein, qui se trouve ici. Hop, donc comme d'hab, en spéculation, on ne met pas de stop au début, sauf si, évidemment, alors, il y a un stop, hein, mais c'est vrai que le USD CNH c'est punchy, je vais mettre un stop ici quand même, donc je mettrai une alerte invalidation ici, mais je vais laisser quand même un stop au marché là-haut. C'est vrai que ça peut être un truc punchy qui, pour une raison X ou Y, peut partir en flambée, donc il va de soi que si on franchit la résistance suivante, je préfère mettre un stop au marché. Hop, voilà, stop a été placé. Donc voilà pour la partie FX. Je pense que c'est tout. L'USD MXN, on va voir. Mais la structure n'est pas inintéressante. Tiens, ça me plaît beaucoup. Alors c'est un niveau qu'on avait identifié. Ça tient et on a des signaux bullish. Et ben, je pense que l'USD MXN, je vais me le coller aussi, celui-là. Alors ce qui est spécial, c'est que du coup, je vais vendre l'USD CNH pour acheter l'USD MXN. Donc c'est quand même un peu space comme truc, mais ça me paraît pas dégueu comme structure de prix, ça. C'est vraiment pas dégueu. Ouais, bah je pense que je vais me mettre un petit trade là-dessus. Donc vous voyez comme quoi des fois il faut quand même surveiller un peu. Mais ça me paraît pas inintéressant. Mais alors dans ce cas-là, essayez de voir si je peux pas trouver un autre vecteur. Ouais, mais il n'y aura pas de cross avec le MXN. Donc je vais prendre ce truc-là. Alors là pour l'instant c'est pas mature. Donc là je vais attendre. Vous voyez, il faudra attendre que le sine wave vienne là. Arrive donc peut-être encore une ou deux bougies. Essayer de se stabiliser par là et puis essayer de jouer ensuite à la hausse. On va aller regarder le contexte. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Effectivement, c'est ça se trade sans grand problème. Hein, pour jouer effectivement une belle 4 vers une belle 5 pour le SDMXN quoi. Ça me paraît vraiment pas inintéressant comme trade. Attention quand même à ce que voilà, ça reste spéculatif, donc je pense que là il faut quand même garder un stop très large. Donc en termes de monétisation de la position, le stop là pour moi doit être placé sous celui-là de bottom. Ça fait 5. Oh non, c'est énorme. Et là c'est vraiment du micro levier sur l'USDMXN, mais ça me paraît pas inintéressant comme trade. Ça me paraît même en fait assez intéressant. Mais j'essaie de regarder comment se comporte ce marché habituellement. Je
peur qu'il nous fasse une petite poussée quand même un petit poil plus bas. Alors attendez, on va faire une analyse complète. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça. On va aller chercher le fixed range. On va se le mettre là pour voir où se trouve tout le volume latent. Ok, donc c'est un petit peu plus bas que ça risque de se passer. Alors on va regarder bien comment ça s'est produit en termes de volume. Donc ça, c'est le niveau qu'on vient de traiter. Ça, c'est là où il y a le pic de volume. Et il y a donc ici une zone en breakout. On va la noter. Donc ça, c'est un breakout. Le breakout, c'est la zone où il y a le moins de volume en fait. C'est-à-dire que si on vient là, si on passe ça, on accède à la zone inférieure. Et il faudra dans ce cas-là travailler cette zone avant de repartir haussier. Ok, et là, on doit donc ça, qui a donc été notre première zone de support en cours. Donc je pense que là, il y a un trade à jouer. Mais alors, il est assez costaud à prendre. Il est assez bizarre à jouer ce trade. Alors, je vais noter tous les différents niveaux qui pourraient jouer support. Il y a là. Et celui-là, il est vraiment très très intéressant. Donc moi, je dirais plutôt que c'est ici qu'il faut acheter agressivement. Là, faut vraiment, je pense que ce prix-là, il se prend. Et ici, c'est là où on déclenche les premières invalidations. Donc, c'est une chouette question. En 2 heures, on va voir du coup. C'est vrai que les signaux sont plutôt bullish, hein, donc c'est vraiment pas inintéressant. Là, ici, on a bien... Ah, voilà, non. Là, il n'y a pas de confirmation pour l'instant. Donc, je pense qu'il faut attendre un petit excès de momentum, un petit excès divergent. Donc, essayer d'attendre peut-être le breakout ici pour accéder aux zones de support inférieures. Donc, moi, je vais mettre effectivement ici une alerte sur ce breakout pour acheter la zone de prix qui se trouve en dessous. Donc, en fait, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'acheter là-dedans. D'accord. Le minimum, c'est vraiment, il faut tester ce support. Et normalement, c'est jamais le premier support sous le breakout qui fait le travail. Donc j'ai peu de chance, j'imagine assez timidement celui-là comme étant notre support. Donc je dirais vraiment, c'est dans cette zone-là là, que ça s'achète. Une fois que le breakout s'est effectué sur l'USD MXN. Donc peut-être attendre un signal de momentum. Moi, je vais tout simplement me mettre une alerte là. Hop. Alors, donc boule OK. Oh, ils sont sérieux. Bon, on va y faire un peu le ménage. Voilà. Ça me paraît plus safe. Par contre, USD MXN, pourquoi j'en ai 3? Ah oui, j'ai mis celle-là, l'alerte invalidation. Bon, ça, on va pas mettre d'alerte pour l'instant. On mettra l'alerte invalidation si le trade se déclenche. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, je pense attendre donc un scénario de momentum. Et quand le momentum sera moins en risque, essayer donc d'attraper une fin de ce cycle. Ça pourrait être tout simplement un pullback de vague 4 de cette grosse impulsion baissière. Et là, hop, voilà. Je vais quand même en mettre une en franchissement de résistance également. Si ça venait à franchir, franchement, ça m'intéresse. Tous ces différents supports ont tous été débordés. Voilà. Allez, donc là on a un bon scénario. Ce support-là me semble déjà testé, donc inintéressant. On va attendre la structure de breakout éventuellement pour accéder en zone inférieure.
Voilà pour la partie FX. Alors, maintenant, on va regarder le gold et le silver et l'US Oil. Donc le gold, ça tire encore la savate, hein, ça traîne, pardon, encore la savate. Donc on va voir le délire, il va falloir de toute façon au bout d'un moment réussir quand même à sortir de ce putain de canal baissier qui est quand même en place depuis un bon moment maintenant. Donc il y a une pression baissière certes et très nette sur le gold, mais quand même au bout d'un moment il va falloir en sortir. Donc je dirais qu'il y a une zone ici à traiter et je pense qu'elle va catalyser quand même à une sortie haussière. Donc notez bien cette zone-là. Pour moi, c'est une zone neutre. C'est-à-dire que là, vous le voyez bien, il y a toutes les obliques qui se croisent, le niveau technique. Je pense que c'est une zone qu'on va aller tester probablement aujourd'hui. Mais c'est pour moi une zone neutre. Je n'ai aucune idée de la sortie qui en sera faite. J'espère qu'elle ne sera pas baissière, parce que là, sinon, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Ça fait des mois que le gold est sous pression quand même. Au bout d'un moment, il va quand même être recherché, je pense. Donc à voir, mais évidemment, si ça doit retomber et casser les supports, ce sera une nouvelle invalidation gold pour ma part. Si on arrive enfin à reprendre ces résistances, je pense que les equity US vont commencer à se péter la tronche et le pognon risque de commencer à affluer assez rapidement dans le gold. Donc à surveiller. Côté silver, c'est plus ou moins la même chose. Donc je dirais patience pour l'instant, pas de raison de s'alarmer. Ça cherche un support, le exit me plaît beaucoup. Ça montre bien que tout ça c'est de la connerie, hein. C'est juste pour déclencher du stop et tout le monde se barre directement, voire même exit, ça veut dire que des opposants rentrent, hein, en général. Donc je pense que là on a même une structure de renversement assez brutale qui pourrait passer à l'achat. Ça tendrait donc à confirmer le scénario gold. Sur la partie US Oil, toujours pas de pullback, ça consolide en triangle, donc attention à pas se prendre, attention, on va probablement se prendre une vague 2, enfin une vague 3 bien baissière derrière, donc à surveiller, hein. Mais bon, moi pour l'instant, le problème c'est que là il y a un catalyseur ce soir, donc là jouer un triangle avec un catalyseur c'est le pire de tout, quoi. Parce que là, effectivement, soit on sort ici, ça vous fait une consolidation étendue et ça fait des prix plus attractifs à vendre. Ici, il y a bien un double bear, hein. Voilà, il y a une belle résistance là. Donc ça, c'est clair que c'est une grosse raise. Je pense qu'on peut revenir la chercher. Hein, j'espère que vous appréciez quand même que je fais toujours le même travail. Que vous appréciez, que vous vous rendez compte que je fais toujours les mêmes choses. Tous les jours, c'est la même chose. On vient là-dedans, on cherche à voir où est-ce qu'on a laissé du volume. Et puis voilà, hein, c'est aussi con que ça. Voilà, donc là on voit qu'on a laissé du volume là-haut. Là, et ça a déjà été traité. Donc ça c'est les deux zones, je pense, à visiter dans le truc. On va en noter une quand même ici, mais elle me semble quand même assez... Ah si, les premières mèches ont été là. Donc ouais, effectivement, 3 niveaux à tester en résistance. Ici, dans cette zone-là, pourquoi pas, si ça vient chercher là, les prix sont très attractifs pour essayer de chercher des petites ventes. En structure héliotiste, ça nous fait ABC, hein, donc c'est effectivement 127, donc ça semblerait privilégier soit le bas de la zone, soit le haut de la zone, avec pour moi une préférence sur le haut de la zone, avec un stop à mettre au-dessus de ça. Donc ici, il y aura un trade à faire sur l'US Oil. Voilà, et en cas de cassure baissière également aussi, mais je préfère éviter le trade en cassure baissière. Moi, si ça casse, je préfère laisser faire, parce que ça veut dire rentrer là, devoir placer un stop là pour un objectif ici. Franchement, moi, ça ne me gêne pas de laisser passer des trades, hein, je vous le dis toujours ça. Mais voilà, il me semble que là, il n'y a pas de gros intérêt à se positionner sur ces marchés en breakout. Si, alors après oui, mais c'est du gain petit, quoi. C'est-à-dire que vous risquez 1 ou vous risquez 2 pour gagner 1, et ça, moi, je suis pas très fan. Voilà, sachant que là, on peut très bien, vous voyez, sur ce triangle, juste venir là. Donc, si vous rentrez en breakout ici, c'est vraiment, enfin non, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère passer mon tour sur ce type de scénario-là. Ça, on a testé, du coup, c'est fait. Voilà, donc moi la seule chose qui m'intéresse c'est donc un pullback ici, et là ce serait intéressant pour moi. Dans ce cas ça ferait vague 1, vague 2 ici, et derrière je m'intéresserais à jouer éventuellement une vague 3. Voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas traité d'autre? Alors les taux à 10 ans, ça y est, ça c'est cool. Je pense qu'on a validé notre point B ici.
Donc ça continue, hein, peut-être une formation en triangle à poursuivre. Dans ce cas-là, A, B, C, D, E à finir encore. Je reste baissier sur les taux américains, quoi qu'on en pense. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est toujours aussi à Wall Street et que les taux vont grimper et tout ça, tout ça. Moi, je ne vois pas le dollar suivre, donc je commence à me dire qu'ils nous prennent pour des couillons. On va parler des indices juste derrière, hein, mais c'est toujours, voilà, pour moi, le schéma est toujours le même. Donc là, je m'attends peut-être à ce que cette vague-là se poursuive, ou en tout cas, si on casse ici, je rentre, hein, ça c'est clair. Enfin, je rentre pas, moi je vous ai dit, je rentre pas vendeur des taux, mais il va de soi qu'ici, je rechercherai les achats qui suivront. Sur la partie allemande, ça tente la conso, mais de toute façon, ce truc-là, on a bien compris où ça allait, et je pense que tout le monde le sait. Donc, il n'y aura pas, je pense, de pullback. Mais ce qui m'étonne, c'est que déjà, on soit en train d'essayer de casser les plus bas des jours précédents sur les Bund. Voilà, bon, enfin, c'est toujours ça me rend complètement fou, en fait, cette psychologie de marché depuis des mois, où on sait très bien ce qu'il faut faire, mais on fait systématiquement l'opposé dès que c'est possible. Et en tout cas, dès qu'il faut aller dans le bon sens, on y va à reculons. C'est chiant, il faut attendre, il faut être patient, il faut mettre les nerfs des traders à vif. C'est extrêmement emmerdant parce qu'on sait tous qu'on va finir là. Le seul truc, c'est qu'on fait tout pour ne pas y aller de façon évidente. Et ça, c'est extrêmement chiant parce que c'est des marchés ultra résilients qui font tout pour perdurer dans le mauvais sens. Évidemment, quand on va dans le sens inverse de ce qu'on devrait faire, là, les tendances s'étalent longtemps. Bon, après, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais moi, je préfère trader ce qui me semble, entre guillemets, normal et rationnel comme mouvement, même s'ils sont plus courts, mais ils procurent quand même des gains, voilà, que de suivre ces mouvements imbéciles qui peuvent s'inverser à tout moment, même si pour l'instant, ça s'est passé bien à chaque fois. À chaque fois, ils ont toujours réussi à nous niquer la gueule, les vendeurs de volat et compagnie. Mais je vous garantis qu'un jour, ça va mal se passer, cette histoire, et je veux être là pour leur piquer leur pognon. Donc pour l'instant, le VIX ne parvient pas à casser son bottom. Je vais regarder le vrai VIX, hein, parce que là, ça c'est le contrat CFD, celui qui extrapole les mouvements, mais au moins lui est en temps réel. Voilà, on est bien d'accord. Donc ça ne parvient pas à casser le bottom. Chaque fois qu'on vient tester ces supports, ils sont payés. On est bien sur une structure ascendante sur le VIX. Je m'attends à ce que les slips commencent à claquer dans pas longtemps. Donc pour l'instant, ça se goupille pas trop mal, j'ai envie de dire, sur la partie VIX. Donc je m'attends maintenant à une appréciation haussière minimum 21 et je vous dis, je pense que les choses risquent de claquer et de tirer jusqu'au 31. Hein, donc à surveiller, mais sur le VIX, il me semble qu'on a bien cette zone-là de target. Hein. Alors c'est vraiment une zone à considérer, mais au-dessus de 30, quoi. Voilà. Il me semble qu'ici, il y a des coups à jouer sur le VIX et que, vous voyez, ça fait mal. Hein. Le VIX qui passe de 11 à 30, je ne vous raconte pas le carnage sur les actions. Hein. Donc voilà, moi pour l'instant ça se passe bien, je préfère jouer le coup, voilà, et rester sage, attendre tout simplement que tout ce machin s'épuise, puis qu'on se redirige vers un VIX haussier. Pour moi la structure est prête, c'est qu'une question de temps, ça peut prendre encore quelques jours, 1 ou 2 jours avant de retrouver, je pense, une phase de baisse assez conséquente. Je vous rappelle qu'on aura quand même une expiration, c'est-à-dire qu'on va terminer le mois de juillet. C'est pas une expiration, enfin c'est pas une expiration, c'est pas le bon mot, mais on va terminer un mois là bientôt, et c'est un mois important. Je lisais un article hier d'une étude statistique sur le marché S&P qui disait si le S&P est haussier entre mars et juillet, généralement il finit l'année en positif. Voilà, mais à 100%, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça s'est produit une douzaine de fois depuis 1929, et à chaque fois que ça s'est produit, le S&P a clôturé l'année en positif. Donc voilà, à noter, c'est comme ça, c'est con, mais si en gros, le principe, ça veut dire que si on passe tout l'été à acheter, généralement la fin de l'année est positive. C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand on fout en l'air la saisonnalité, où généralement l'été est un petit peu baissier, et puis on rachète les positions en septembre. Voilà, là si on n'est pas dans cette motivation-là, généralement ce que ça tend à dire, c'est que malgré tout, même si on inverse la saisonnalité, en septembre, ça reste acheteur. Voilà. Donc à surveiller sur ce truc-là, mais effectivement, on pourrait donc avoir un mois d'août plutôt moins neutre, ça peut être haussier, ça peut être baissier, mais généralement le mois de septembre achète quoi qu'il arrive derrière. Donc à voir, mais j'aimerais bien quand même voir une chute avant juillet, juste pour donc casser le moral de ceux qui se projettent déjà donc vers une fin d'année positive, pour cette raison que je viens de vous évoquer.
Ce que je note, c'est que ça y est, à Shanghai, on marque la résistance. Je m'attends quand même à peut-être un petit push supplémentaire, mais on va très rapidement retrouver les cycles baissiers, je pense. Et ça va casser du slibar derrière, parce que, évidemment, là, c'est une consolidation avant d'en remettre une. Et si on en remet une, je pense que c'est une phase où, effectivement, Shanghai peut probablement lâcher encore du moins 10. Là où je pense que les Américains se prendront une bonne clacasse, bien plus grosse, mais ça, c'est moi qui... Voilà. Mais normalement, moi, je vois bien le délire. L'USDC-NH qui se met à consolider assez brutal, et les Américains qui s'en prennent une belle, qu'ils n'auront pas vu venir, évidemment, comme d'habitude. Ce que je l'ai dit, le jour où Wall Street va tomber, personne ne le saura. Parce que si les gens pouvaient le prédire, évidemment, on commencerait déjà à baisser. Hein, c'est aussi stupide que ça. Si on baissera, si on doit baisser, ce sera de façon brutale. Personne ne le verra venir. Il y aura un catalyseur ou pas. Mais il y aura un flux baissier qui se mettra d'un coup dans le marché. Et tout simplement parce que ça peut se passer que comme ça. C'est ce que traduit le VIX. Le VIX est très faible, donc on attend un pic de VIX. Moi, je m'attends à un pic, donc je m'attends à ce que quelque chose se passe, qui choque le marché, qui cristallise de nouveau les craintes. Sauf que là, on est toujours sous les résistances sur le S&P 500, elles n'ont toujours pas cédé. Le VIX est divergent, hein, c'est-à-dire que si vous prenez la pattern VIX contre S&P 500, d'accord, vous voyez bien que là, ici, on a une belle divergence. Le S&P 500 fait un nouveau sommet, pas le VIX. Hein. Voilà, vous voyez bien, là, hop, nouveau sommet, le VIX n'a pas suivi ici. Donc moi je trouve ça très intéressant comme structure de prix. Je ne suis pas encore supra chaud, alors je ne cache pas, j'ai pris une petite vente hier. Bon, celle-là je ne vous la donne pas parce que c'est ultra spéculatif et j'aime pas trop vous embarquer dans ces scénarios-là. Mais bon, donc j'ai pris une petite vente hier, elle est déjà sécurisée. En fait, tout simplement, le truc c'est que j'ai mis du volume en sachant qu'on aurait un pullback. Donc le truc c'est que je me suis dit, je rentre vraiment en intraday, voilà, et ça a été sécurisé, je crois que mon ordre a été TP par là. Voilà. Donc le délire c'est ça, c'est de vous dire en gros j'ai vendu par là, pile poil hein, à 2825, donc pas le sommet, hein, ça allait plus haut que prévu. Mais donc moi j'ai vendu mon niveau de prix, celui que j'avais travaillé, 2825, j'ai sécurisé par là. Donc mon stop maintenant est payé, mais mon stop il est payé que jusque là, hein, c'est-à-dire 2835. Donc j'ai un stop qui est payé mais qui n'est pas énorme et je m'attends peut-être à ce qu'on aille quand même un peu plus haut aujourd'hui juste pour faire chier le monde à Wall Street. Voilà. Donc je me dirais peut-être un 2831 possible. En tout cas à 2835 mon stop saute. Voilà, hein, mais disons que j'ai mis du pognon dans le marché en me disant bon on verra bien si ça peut marcher. Ce ne sera pas pour me déplaire. Voilà. Mais je n'ai pas une conviction de dingo, c'est pour ça que celle-là je ne vous l'ai pas mise sur Twitter et compagnie. Tout simplement parce que je ne veux pas que vous me suiviez. Comme je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent aveuglément tout ce que je fais, je ne veux pas vous embarquer dans ce truc-là. Vous le savez que je cherche à vendre le S&P 500, hein, ça je ne cache pas. Mais pour l'instant, ça me semble un peu trop agressif. Donc on va attendre soit des validations de prix, hein, soit tout simplement que ça se calme. Mais vous voyez, ce qui me fait marrer, c'est que hier, quand on était là, je me suis dit, oh, chouette, on va aller leur racler les stops quand même. On va aller au moins déclencher quelques stops là-dessous. Et bien même pas. Voilà. Donc, voyez la dynamique à Wall Street, hein, c'est que quoi qu'il arrive, on ne remet pas en question les stops, on ne va surtout pas chasser les stops. Voilà. Hein. Donc hier, c'est une journée neutre. Aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de retester les différentes résistances. Donc les 2821 me semble très très probable à tester aujourd'hui en tant que niveau résistant. Et on va voir. Moi, ce que j'aimerais bien voir aujourd'hui, effectivement, c'est ça. C'est un 2821, enfin un échec aujourd'hui entre 2821 et 2825 me semblerait être un bon signal que les bears sont en contrôle. Et dans ce cas-là, effectivement, si moi j'ai des signaux là-dedans, alors là, il va de soi que c'est du signal, c'est du 2 minutes que je vais chercher là-dedans. Hein, voilà, signal 2 minutes là-dedans, je pense que je vais partir bear, renforcer ma position, hein, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, hier, j'ai vendu là, j'ai pris 50% là pour payer mon stop. Je remettrai ces 50% probablement si on revient chercher ma zone d'entrée. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, sur la partie S&P 500, moi, c'est là que je vais attendre sagement mon tour pour voir ce que je peux en tirer. Les autres indices ne m'intéressent pas, toujours pareil, je pense qu'on suit quoi qu'il arrive la dynamique de Wall Street. Je vais vous montrer un truc quand même, voilà, parce que ça me choque et je pense qu'il faut qu'on en parle. Nasdaq, CFD, TVC, voilà. Donc le Nasdaq 100, voilà, on va se le mettre là. Alors en fait, NDX, voilà, je vais me le mettre là. Hop, voilà. Donc le cash, d'accord, l'indice cash Nasdaq,
Si vous regardez la tronche de la séance hier, ça donne pas envie d'acheter. Hein. Voilà, ça c'est vraiment pas bon hein. Pour le Nasdaq. Ça veut dire qu'on vient de trouver une grosse résistance. Donc celle-là, vous la notez en rouge, d'accord. Si le Nasdaq revient tester ça, normalement ça vend. Hein. Voilà. J'ai même envie de dire que ça risque de vendre en dessous. Mais voilà, ça, le Nasdaq, là, il vient de trouver un gros rejet. Alors, ce qui est certain, c'est que par contre, si ça cède, au-dessus, c'est le soleil. Hein, et au-dessus, ils vont rester vraiment tranquilles. Ce sera tempête de ciel bleu et tout ce que vous voulez. Mais là, ils ont tenté l'accélération et ça passe pas. Et ça, c'est bon signe. C'est-à-dire que je ne veux pas voir le Nasdaq réattaquer ce merdier. Je veux voir le Nasdaq, s'il revient là, se prendre une nouvelle cartouche et derrière casser un support. Il faut absolument là que ça casse un support maintenant sur le Nasdaq. Ce gros rejet baissier avec une clôture, bon, ça reste la plus haute clôture historique, mais c'est la plus haute clôture historique en bas. Hein. C'est-à-dire là, on clôture bien en bas. Si vous regardez l'action de prix en intraday, voilà, c'est propre, ça casse bien des culs. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Il y a quand même le petit rebond à la fin pour dire non, il y a quand même des acheteurs dans ce marché. Voilà. Bon, parce qu'il ne faut pas clôturer tout en bas à Wall Street. Vous avez bien compris, il ne faut pas que le sentiment change. Donc il faut toujours laisser un petit fil conducteur bullish jusqu'au jour où on va les effacer les uns après les autres. J'ai dit, pour moi, on fait n'importe quoi depuis 4 mois. Ce qui veut dire que ces 4 mois, on peut les effacer en quelques jours. Voilà. Tout ça, pour moi, ça peut sauter en 3 jours. Vous voyez, on fait blam et on se retrouve là et il n'y a plus personne derrière. Alors, est-ce qu'on fera ça d'ici la fin du mois? Moi, ça me plairait beaucoup, hein, d'avoir là une grosse panique à bord, le VIX qui pète à 31 et tous les indices qui s'effondrent. Hein. Et pour une raison qu'on ne connaît pas, hein, voilà, ça peut très bien sortir de n'importe où. De toute façon, ça c'est l'apanage des analystes, d'expliquer pourquoi après coup. Moi, en tant que trader, je vois toujours les distorsions, toujours les mêmes distorsions, un marché très tendu, un gold qui peut exploser à tout moment, un dollar qui peut entrer en retracement, il y a de la place partout. Voilà, il y a un torrent de liquidité, il y a un gros lit prêt à accueillir un torrent de liquidité. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait le petit déclencheur. Je ne sais pas quoi, mais j'attends qu'il y ait un petit déclencheur. Et le jour où ça arrive, vous pouvez être sûr que tous les scénarios seront renforcés et que je foutrai du levier partout où je suis spéculatif. Hein. C'est-à-dire les ventes indicielles passeront leveragées immédiatement, le gold également, silver également. Pour l'instant, tout ça, ça reste spéculatif. C'est des scénarios que je suis. Je pense que c'est la fois de ma vie, c'est le scénario le plus long que j'aurais mis en place de toute ma vie. C'est-à-dire que même l'année dernière, ça a été long. Hein. Ça a été assez long pour arriver à choper ce truc-là. Il a fallu lutter. Là, c'est encore plus long. Hein. Voilà, c'est des mois et des mois et des mois, alors qu'on avait de la volatilité. Ils ont réussi à l'écrabouiller. Mais je pense que cette phase d'écrasement de la volatilité est maintenant terminée et qu'on se redirige vers des phases plus tendues. Voilà, c'est mon sentiment. Encore une fois, ça reste purement spéculatif. Si vous vous amusez à copier mes scénarios avec du levier, vous en paierez le prix et vous en serez seul responsable. Ça, c'est pas mon histoire, c'est pas mon problème. Moi, j'insiste bien sur le fait que ce que je fais, c'est le plus haut niveau de risque dans le trading. Donc, évidemment, je ne suis pas stupide. Je n'associe jamais le risque avec le levier. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Pardon, réponse aux questions. J'ai failli oublier. Alors, commentaire. Non, il n'est pas du tout trop tard pour se positionner sur le gold. On est bien, mais par contre, c'est un positionnement spéculatif. Hein, on est bien d'accord. Donc, soit tu fais ce positionnement spéculatif avec un faible levier, soit tu attends le breakout. Dans ce cas-là, ce sera faible levier aussi. Hein, voilà. Alors, Alors, pourquoi fais-tu du buy and hold BTC si tu penses qu'il y aura un plus bas? Tout simplement parce que je le fais avec 10% du capital. Et en plus, hier, j'ai pris une partie de ces BTC réels. C'est-à-dire que là, il me reste vraiment plus grand-chose en BTC. Enfin, il m'en reste, hein, mais il doit m'en rester pour l'équivalent de 1000 balles à peu près, pas plus, de 1000 euros en BTC. Voilà, à peu près. Je ne saurais pas te donner le chiffre exact, mais c'est à peu près ça que j'ai. Donc je garde pas grand chose, hein, en sachant, comme je vous l'ai dit, je compte investir entre 10 et 15 000 euros dans le secteur de la crypto-devise, mais c'est pour ça que je garde bien du volume sous le coude pour des prix beaucoup plus attractifs qui, je pense, arriveront plus tard. Eh ben oui, mais bon, après, si tu veux, je vous ai toujours dit que si je vous engueule, c'est pas méchant, c'est pas pour vous rabaisser, l'objectif est pas là. C'est juste que c'est des erreurs qu'on apprend. C'est-à-dire qu'il faut faire des erreurs pour apprendre, et il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Voilà. Mais par contre, il faut aussi grandir quand vous faites une erreur. Il faut apprendre de cette erreur et surtout ne pas la reproduire la prochaine fois. Donc oui, je vous engueule un peu, mais c'est pas pour vous foutre la pression. Hein. Voilà.
Euh, comment on valide une structure de breakout et un TP? Comment on détermine les supports et résistances? Ouf, aïe 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 aïe. Alors, c'est des questions vraiment de débutants, ça, mais alors, comment on valide une structure de breakout? Un breakout, c'est tout simplement, en fait, quand tu vas renverser une tendance en place, c'est-à-dire que tu passais d'un système où tu cassais des supports. Tu vois, faut que tu penses théorie de dos, c'est vraiment, reste simple au début. La théorie de dos, c'est un marché est baissier quand il casse des supports, quand il fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. D'accord? C'est ce qu'on appelle tendance baissière. Le range, c'est quand à la fois tu peux casser les plus hauts, à la fois casser les plus bas. Voilà, c'est un peu du bruit, quoi. Et après, donc, tendance haussière, c'est recasser des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. D'accord? C'est quand tu passes d'une tendance baissière à une tendance haussière, enfin, en tout cas, d'un mouvement baissier à un mouvement haussier, il y a forcément ce qu'on appelle un breakout, c'est-à-dire le moment où tu passes d'une structure de range à une structure de tendance, et même chose dans le sens baissier. Voilà. C'est difficile de faire un cours là-dessus. Et puis alors les supports et les résistances, je fais le travail tous les jours. J'espère que tu auras compris la logique. Alors, merci. Eh bien, avec plaisir, c'est ce que j'espère faire. Moi, j'espère surtout, au-delà tout simplement de vous éviter de faire des erreurs, faire en sorte que vous arriviez après à apprendre à faire vos propres trades, à devenir indépendant, à apprendre à vous nourrir en trading. Hein, voilà. Alors, vous évitez de faire des bêtises, c'est déjà bien, c'est le minimum de ce que j'espère faire, mais j'espère aussi que vous apprenez des choses pour devenir petit à petit plus indépendant et pas être purement dépendant de moi et de mes émissions tous les jours. Hein, voilà. FOMO ETF, oui, oui, clairement, je pense. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut un truc qui vend bien le délire. Et effectivement, je pense que le délire ETF, c'est le truc qui vend bien en ce moment et qui permet aux gens d'acheter. Bon, bah, c'est bien, ça leur a permis d'acheter. Moi, ça m'a permis de leur vendre ce que j'avais acheté. Et puis, bah, maintenant, je laisse faire. Étant donné que l'on voit Bitcoin s'envoler alors que les altes restent au plancher, ne serait-ce pas simplement les spéculateurs qui aussi... C'est tout à fait possible. Oui, 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 mais moi, ce truc d'ETF Bitcoin, je tends tout le monde parler que de ça, donc c'est bien, ça délie les langues, ça fait parler les gens. Moi, je m'en fous, j'avais un scénario, il est arrivé au bout, j'ai pris des gains, maintenant, ce qui se passe, je m'en fous, que ce soit FOMO, ETF ou pas, ça m'intéresse pas. Voilà. Moi, je ne prête aucune attention aux raisons qui font monter ou baisser un marché. Sauf sur vraiment des trucs fondamentaux lourds, comme par exemple sur les indices, je tiens compte des fondamentaux macroéconomiques, mais c'est tout, quoi. Et j'en tiens compte. Ça ne veut pas dire que je trade à partir de ça. Alors, quelle est la différence entre un turbo, un warrant et un future? Alors, la différence, elle est quand même importante. Hein. Alors, et de quelle façon on monte une couverture sur ce genre d'actif? Au passage, continue, tu fais du très bon boulot. Hein. Ok. Alors, les turbos et les warrants, alors, moi je préfère de toute façon, quoi qu'il arrive, le future. Mais tu peux utiliser effectivement des turbos et des warrants, qui sont tout simplement des contrats dérivés, hein, de même que le sont le futur. C'est juste, les trois sont des contrats dérivés qui vont toujours être basés sur un sous-jacent. Et donc la différence après, c'est que le warrant, ça ressemble plus à une assurance qu'un... Enfin, la méthode de pricing est un peu différente. Voilà, j'ai pas le temps de t'expliquer. Regarde sur Google. Voilà, mais tu verras, il y a plein de vidéos qui t'expliqueront la différence entre un turbo, un warrant et un contrat futur, et qui te l'expliqueront mieux que si je te fais un condensé en une minute. SPXU. Oui, si on te propose ce CFD, pourquoi pas. Oui, ça me paraît un bon scénario. Par contre, attention, hein, je rappelle, spéculatif ces scénarios, donc tu ne t'amuses pas à me foutre du levier là-dessus. Voilà, on vient d'en parler. Oui, mais en même temps, je vous rappelle que ça fait partie des scénarios que j'anticipe. C'est-à-dire que je vous ai dit, il y a trop d'altes, donc quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, il y aura une phase où les altes seront sous pression. Je pense que le Bitcoin sera également sous pression à ce moment-là. Pour l'instant, c'est ce que ça semble contre-indiquer. C'est-à-dire que pour l'instant, on voit des altes sous pression et un Bitcoin bien euphorisant. Donc, je me suis peut-être trompé là-dessus. Mais en tout cas, pour l'instant, je reste neutre sur la partie alt. J'aimerais bien les voir performer un petit peu quand même. Si ça casse les supports, je sors. C'est clair.
pour racheter plus bas, il n'y a pas de souci, mais je préfère sortir. Alors, utilises-tu des figures de chandelier comme signal? Non. Alors, je les utilise comme confirmation des signaux. Moi, j'utilise mes indicateurs, mais je regarde les structures de chandelier, parce que je sais que les gens les regardent. Donc, quand je les vois en plus d'un signal, ça permet de construire un petit peu plus ma conviction. Voilà. Non, ce n'est pas une erreur. Alors, les 20 000 euros sur l'euro-yen alors que tu en fais 5, alors que ton compte en fait 5 000, pour moi, c'est pas une erreur. Ça veut dire que tu utilises un levier 4, mais le Forex étant un marché peu volatile, c'est possible d'utiliser du levier, là où par exemple sur un Bitcoin qui est volatile, il est impossible d'utiliser du levier, voire il faut utiliser des leviers inférieurs à 1, comme je vous l'ai dit. Donc, moi, ça me semble rationnel, si tu veux. Ça veut dire que tu mets du levier sur l'euro-yen, donc ça veut dire que tu as une forte conviction. Donc il faut bien que tu gères ton risque à ne pas faire n'importe quoi. Oula, alors par contre, non, ça c'est pas possible. Non, non. Si tu as 50 euros de stop en ayant mis 20 000 euros sur la taille de position, c'est que ton stop est trop proche. Ou alors c'est que tu as eu le sommet. Mais là, attention à ce que tu fais. Encore une fois, le stop, c'est pas la. Alors voilà, la vision qu'ont la plupart des gens du stop, c'est la perte maximale que je suis prêt à accepter. Non, non, le stop, c'est le moment où ton scénario il est juste plus possible et où tu es obligé de sortir. Moi, c'est ça un stop. Un stop, c'est quand mon scénario, je me suis juste planté et qu'il est plus réalisable en l'état où je l'avais spéculé. Donc je ne déclenche un stop que quand j'ai plus aucune chance de faire un gain. Ou en tout cas que les chances de faire un gain sont tellement minimes que j'ai plus d'intérêt à rechercher ce gain. Par contre, attention à bien dimensionner vos stops, c'est important. Si vous vous dites, je veux juste pas risquer plus de 50 balles, mais je veux mettre du levier, dans ce cas-là, ça va faire que vous allez mettre un tout petit stop et le marché va juste aller vous le chasser. Alors que vous aviez raison. Il faut bien dimensionner le trade. Voilà, il faut bien faire attention à ne pas mettre des stops trop proches, sinon vous prenez beaucoup trop de risques sur le scénario. D'accord ? Rappelez-vous l'émission qu'on a fait sur le money management et les différents leviers. Il y a un levier probabilité, pourcentage de chance de réussir votre trade. Plus votre stop il est petit, plus vous écrabouillez vos probabilités de réussite. Et donc faites attention, si vous avez une très faible probabilité de réussite parce que vous avez mis un stop trop proche, vous avez un des curseurs complètement dans le rouge. Sachant que tu as mis un autre curseur proche du rouge parce que tu utilises du levier, pour moi, ta gestion du risque, elle n'est pas bonne là. Sauf si tu as vendu en haut. Alors là, si tu as vendu en haut, il n'y a pas de soussaille. Tu vois, si tu as vendu par là, effectivement, un stop de 50 euros ici, en fait, voilà, il faut que ton stop il soit au-dessus du sommet. Tu fais comme tu veux, mais là, le stop, il est au-dessus du sommet, il ne peut pas être ailleurs sur l'euro-yen. Et moi, honnêtement, je le mettrais même un peu plus haut, juste pour être certain qu'il ne t'emmerde pas avec une mèche ou un catalyseur et compagnie. Moi, mes stops sur l'euro-yen, ils sont encore là-haut. Voilà. Donc, c'est pour l'instant, je reste tranquille sur l'euro-yen. Tant qu'on ne casse pas un support, tant qu'on ne casse pas ma validation, là, je ne peux pas abaisser mon stop sous le sommet. Donc pour l'instant, je pense que tu prends trop de risques, à mon avis, sur l'euro-yen. Tu prends un peu trop de risques. Et je ne fais pas de conseil en investissement, mais tu fais comme tu veux, mais je pense que là, tu as été un peu trop agressif. Sauf, je te dis, si tu as des bons prix, l'agressivité, c'est possible. C'est ce qui permet, en fait, attraper des prix agressivement, ça permet d'avoir une stratégie plus agressive et des stops plus courts. C'est pour ça que je fais ça, moi. Mais voilà, si tu as des prix plus moyens, beaucoup moins bons, fais attention à ne pas te faire enfler par le marché, parce que si tu prends trop de risques, le marché, il va aller te chasser, quoi. Et voilà. Et ça, effectivement, ce serait un peu dommage. Parce que pour moi, le scénario me semble bon, mais ce serait débile de se faire attraper sur des pullbacks dans ce type de scénario-là. Allez, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Et soyez sages donc à surveiller ce soir les publications et certaines publications donc avant l'ouverture à Wall Street.